Donc parmi nous, Romaric Matagne, donc directeur du théâtre du Briançonnais. Bonsoir Romaric. Lamine Diagne, musicien. Alors quand j'ai dit que tu étais poète, Lamine, on m'a dit non, c'est pas un poète. J'ai dit si, on est tous des poètes ce soir. Donc poète, conteur, slammer, fondateur de la compagnie de Lénel, membre du collectif Kay qui rassemble 20 artistes marseillais pluridisciplinaires. Vous étiez 16 il y a quelques années, vous êtes 20 maintenant. Prends un micro. C'est un collectif qui est ouvert, donc voilà, on copte des gens en fait. Et puis on a Autour des visiteurs aussi. autour de la philosophie, dans l'esprit de Claude Mackay. À ses côtés, Mathieu Verdeil, réalisateur, producteur. Votre dernier film, Mackay de Harlem à Marseille, a été diffusé hier soir au cinéma L'Eden Studio et dont le spectacle L'Avenir diffuse quelques extraits de ce film, je crois. Alors, ce n'est pas des extraits du film, ce sont des nouvelles créations. En fait, il y a des points communs, bien entendu, mais ce n'est pas du tout des extraits du film, et ce spectacle n'est pas du tout une mise en scène du film, mais autre chose, un nouveau projet. Et vous êtes par ailleurs coordinateur de l'Année Kay, un projet culturel qui met à l'honneur l'auteur et la poésie de Claude Mackay. À mes côtés, à ma droite, Renaud Bouc, éditeur, directeur des éditions Héliotropisme, fondée en 2017. Vous êtes également cofondateur de la Banjo Society à l'université d'Aix-Marseille. C'est un groupe interdisciplinaire de recherche consacré à la traduction et à la diffusion de l'œuvre de l'écrivain Claude Mackay. Alors, avant de présenter le dernier invité, la fondation, ce collectif pluridisciplinaire, l'année Mackay, ce collectif, c'est une véritable multinationale, cette histoire de Mackay. Oui, mais il le mérite, c'est ça. Nous sommes que on transmet et on essaye juste de le faire savoir, mais lui le mérite largement. Entendu. Et enfin, dernier invité qui n'est pas là, je suis désolé. Vous êtes beaucoup venus pour le voir et il est en Chine. C'est Alain Damasio, c'est un écrivain qui est connu pour ses romans de science-fiction et d'anticipation politique. Comme il est en Chine, il nous a laissé un petit mot qu'on va écouter dès maintenant. Bonsoir à tous et d'abord je voudrais m'excuser de pas être là, de pas être là avec vous ce soir dans cette magnifique soirée. Je pars demain pour la Chine, donc c'était compliqué pour moi d'être avec vous. Mais je voulais vous parler un tout petit peu de Mackay et de la découverte que ça a constitué pour moi. Déjà, je remercie le collectif Mackay de faire ce travail extraordinaire de réincarnation, quasiment de ressuscitation de l'œuvre de Mackay. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite dans son travail, dans son parcours, c'est que Claude Mackay, pour moi, c'est quelqu'un qui se situe, qui se place dans l'ouvert. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette faculté à être à l'intersection, à être au carrefour, à se positionner comme ça dans l'ouvert et à prendre, comme les poètes savent si bien le faire, tout ce qui passe, tout ce qui s'invente, tout ce qui se trouve, toutes ces identités, toutes ces cultures, toutes ces danses, toutes ces musiques, et à les intégrer en lui. Il fait ce que Deleuze dit magnifiquement, c'est-à-dire que, comme tous les grands écrivains, pour moi, il peint le monde sur soi et pas soi sur le monde, c'est-à-dire que il a cette faculté d'éponge, il a cette faculté d'absorption, et le monde vient se peindre dans son écriture, vient se peindre à travers ce qu'il écrit, ce qui fait que ça restitue une espèce de beauté, de chatoyance, de pluralité absolument délirante. Quand tu lis Banjo, donc c'est le Marseille des années, on va dire 1925, t'as quelque chose, je sais pas, qui est incroyable, qu'on plus du tout imaginé aujourd'hui. C'est-à-dire un mélange de population complètement dingue. Il y a 50 nuances de noir, mais il y a aussi des jaunes, mais il y a aussi des rouges, il y a aussi des blancs. Tout se mélange, tout se parcourt, tout s'interpénètre, et ça donne une société profondément métissée, bien plus que ce qu'on raconte du métissage aujourd'hui. C'est un patchwork, c'est quelque chose de magnifique. Donc pour moi, Mackay, c'est un voyageur même pas cosmopolite, moi je dirais cosmopolitique, c'est-à-dire il a fait un parcours aussi intérieur incroyable
à la fois pour défendre et porter la cause noire, évidemment, mais aussi pour aller en Russie, pour découvrir la révolution d'octobre, pour y être accueilli en prince presque, pour passer bien sûr par les États-Unis, par Harlem, pour revenir en Jamaïque, pour découvrir évidemment l'Europe aussi, Barcelone, le Maroc. Bref, c'est quelqu'un qui... moi j'ai envie de dire, c'est incroyable parce il fait de ce qu'on pourrait appeler l'identité noire quelque chose de bien plus vaste. C'est-à-dire il nous rappelle que le noir, en réalité, bah, c'est la somme de toutes les couleurs. Voilà. C'est la somme de toutes les couleurs, et toutes ces couleurs, il les porte, il les absorbe, il les bariole. Et nous les blancs, nous les mâles blancs, comme je suis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est, nous, qu'est-ce qu'on est comme couleur? Eh ben, on est la soustraction, en réalité, de toutes les couleurs. On est la tristesse de l'ensemble de ces couleurs retirées et des espèces de choix aberrants de se revendiquer d'une identité française, d'une France dont on ne sait plus ce qu'elle a été et comment elle a été construite. Et ben, elle a été construite, l'identité française, par des gens comme Mackay, et ça, il faut s'en souvenir. Voilà. Autre chose, c'est que tu sens, par exemple dans Banjo, tu sens que la notion de migration, de migrants, cette espèce d'étiquette qu'on met sur les gens simplement qui voyagent, qui traversent, qui se nourrissent et qui viennent nourrir les pays dans lesquels ils entrent, c'est pas des migrants, quoi. C'est pas des immigrants ou des choses comme ça, quoi. C'est juste des êtres humains. Voilà, c'est juste le tout monde qui se balade et qui se construit à travers ces gens. Donc ça, moi, je trouve c'est la grande beauté du travail que Mackay. Pour parler de son écriture, on pourrait parler de la fluidité de cette écriture, de la façon dont elle pénètre à l'intérieur de chaque quartier, sa dimension éminemment populaire, éminemment profondément populaire, pas inventé, pas social pour être social, mais il est, et il dit ce qu'il voit, ce qu'il ressent sur les quais, sur les dockers, dans les boxons de Booty Lane. Il traverse tout ça et c'est magique, quoi. Voilà, moi j'essaie à mon tout petit niveau évidemment d'aider SOS Méditerranée. J'essaye d'aider ce qu'on appelle maintenant les migrants. J'essaye de me battre contre l'idée que étranger serait un verbe qui permet d'éloigner les gens, qui permet de les conjurer. Et j'essaye de rappeler, mais bien loin derrière un Mackay, à quel point la confrontation à l'altérité, à quel point cette position où tu es dans l'ouvert est quelque chose de magnifique, et quelque chose qui va nous construire plutôt que nous détruire. Voilà, on a oublié cette évidence-là. Et merci Mackay, voilà, de rappeler que le noir est la somme de toutes les couleurs, c'est tout. On peut l'applaudir, hein, je crois. Donc on a assisté à la déconstruction de ce mâle blanc quinquagénaire hétérosexuel qu'est Alain Damasio après sa lecture de Claude Mackay. Romaric Matagne, je ne sais pas si vous êtes quinquagénaire, je ne sais pas si vous êtes hétérosexuel, mais vous êtes un mâle blanc. Ça vous a fait quel effet de lire Mackay, pour autant que vous l'ayez lu? Oui, dans la découverte vraiment de son univers, de ce vagabondage poétique vraiment avec une force textuelle où on sent à la fois le voyage et puis on sent où est-ce que lui est, mais je pense que vous allez en parler, ce qu'il traverse. Ça, c'est à la fois, ça renvoie à quelque chose, et ce que dit aussi Alain Damasio, il y a cette notion de déconstruction qui je ne vais pas parler de l'actualité, mais enfin, voilà, de perte de repères, hein, d'endroits où on ne sait plus positionner sa pensée. Moi, je sais que deux choses m'animent vraiment, c'est ce rapport au projet artistique, au spectacle, en tant que spectateur, justement, à la découverte de sens, d'un point de vue subjectif, d'une parole d'artiste qui va à un moment donné faire écho à ce qu'on traverse, nous, actuellement, soit à travers des choses du passé et qui nous ramènent tout de suite à aujourd'hui, à ce que l'on est. Et la deuxième chose, c'est de me raccrocher toujours à la pensée humaniste, même si je trouve qu'elle a du plomb dans l'aile quand même, dans
la notion d'action, où on est plutôt dans une vision de discours, je ne sais même plus si on s'écoute. Et je reviens au plateau, le plateau on l'écoute. Je suis extrêmement sensible au spectacle, soit quand je suis dans la salle, soit quand je suis dans la salle ou ici, ce rapport au quatrième plateau et l'écoute et l'écho qui existe et cette forme d'énergie. Et je trouve que pour moi c'est un élément fondamental. Ça ne fait pas tout, mais c'est l'endroit où j'ai envie de me positionner et me placer. Mathieu Verdeil, vous avez évangélisé un certain nombre de personnes avec Claude McKay, qui est votre dieu depuis des années. On voit Romaric Matagne est bouleversé, Alain Damasio l'est aussi. Moi aussi, j'ai été bouleversé par la lecture de Claude McKay. Pourquoi il nous bouleverse et comment vous l'avez rencontré ? Alors pourquoi il nous bouleverse ? Chacun y trouvera sa réponse. Moi, je peux parler pour moi, mais je constate effectivement que dès que quelqu'un... les gens commencent d'abord par être sceptiques et ils ne connaissent pas Claude McKay. Bon, mais dès qu'ils ouvrent la porte et qu'ils rentrent dans la pièce avec Claude McKay, en général, ils sont tout excités et ils ne veulent plus en sortir. Et c'est comme ça que, effectivement, au fur et à mesure des années, et depuis qu'on a sorti le film et que les nouveaux livres sont sortis, effectivement, on sent un engouement comme ça qui se passe. Alors, je ne sais pas comment les autres, chacun va témoigner, mais moi, je sais que quand je l'ai rencontré, donc il y a une quinzaine d'années, en 2006, par l'intermédiaire d'un musicien, ça a été une grosse claque. Banjo d'abord, puisque je suis Marseillais, que je m'intéresse à l'histoire de la ville, au quartier réservé qui a disparu, dynamité en 1943 par les Allemands. Donc, lire un livre qui me donne un document de ce quartier, une image de ce quartier, c'était magnifique. Lire un livre qui nous montre la fête, qui nous montre l'esprit festif et déconnant de Marseille, à part des musiciens qui jouent, qui sont des gens qui ne se prennent pas au sérieux et qui rigolent entre eux. Voilà, c'était tout à fait plaisant à lire. Suivre après, découvrir son autobiographie, que vous allez voir un peu dans le spectacle et qui, chez moi, a résonné beaucoup parce que c'est un grand voyageur et toutes les destinations qu'il a traversées, la manière qu'il avait de voyager. Finalement, moi, à une époque, j'étais aussi skateboarder, snowboarder et je voyageais dans plein de pays et je faisais des photos et je rencontrais des gens. Et en fait, j'ai été exactement dans les mêmes pays où lui, il a eu des coups de cœur, que ce soit la Russie, le Maroc, les États-Unis, toute l'Europe. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Et chacun va trouver chez Claude McKay quelque chose qui résonne en lui. Et la preuve, ça a été Lamine quand il est rentré dans le projet. Ça a été Christiane Taubira, qui, elle, le connaissait depuis bien longtemps, mais qui a aussi vibré avec nous. Aujourd'hui, tout le monde, Damasio, voilà. Donc effectivement, ça vibre. Donc on va demander aux autres pourquoi ça vibre chez eux. Non, Renaud, je ne vais pas lui poser cette question parce que Renaud, c'est la personne sérieuse de la rencontre. C'est l'éditeur des éditions Héliotropisme qui a sorti ces magnifiques livres. Donc, Dîner à Douarnenez de Claude McKay, Un sacré bout de chemin, son autobiographie, et Romance in Marseille, ainsi que... Ah non, ça c'est son Ousmane, mais c'est bien aussi. Vous avez vu donc des invités qui étaient bouleversés par McKay, mais c'est qui McKay s'il appelle l'attention de Mathieu sur la musique, sur Marseille, c'est la bourlingue. C'est la bourlingue de Blaise Cendrars. C'est les ports méditerranéens de Panaïti Strati, c'est les bas-fonds de Kessel dans l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce Claude McKay afin qu'on soit un petit peu plus terre à terre ? Alors, Claude McKay, c'est un écrivain, poète, journaliste jamaïcain. C'est important de le rappeler parce qu'il est souvent assimilé à un corpus afro-américain qui a donc beaucoup voyagé et beaucoup écrit sur la place des communautés noires dans le monde entier et notamment en Europe. Il a chroniqué la condition de ces ouvriers noirs
au cœur du monde occidental blanc, à une époque où peu de gens s'étaient risqués à le faire. Je rappelle que la négritude, qui est un mouvement qui l'a beaucoup influencé par la suite, naît, on va dire, au début des années 30, hein, et que il va lui-même symboliser un peu la circulation de ces intellectuels noirs, qui va venir plus tard, avec notamment Frantz Fanon, Richard Wright, James Baldwin, notamment, qui vont aussi beaucoup se déplacer à Paris. Mais Mackay a une place un peu à part, parce que c'est un écrivain marginal avant tout. C'est quelqu'un qui a connu la précarité, qui a même écrit depuis et avec la précarité. Il était notamment à Marseille, ouvrier sur le port. Il a vécu de petits boulots aux États-Unis. Il a travaillé dans les compagnies ferroviaires. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup nourri, qui a considéré la vie comme un grand livre d'expériences vécues. Et ça a permis vraiment à son œuvre de représenter une vraie rupture, et je pèse mes mots, avec la littérature coloniale. Et ça, c'est très important aux États-Unis, mais encore plus, je dirais, en Europe. C'est au contraire de ses contemporains, je pense à Webb Du Bois, qui était donc un intellectuel noir américain, au contraire même de Léopold Sédar Senghor, au contraire de ses pairs du mouvement noir des années 20 et années 30. Ça n'est pas quelqu'un qui était surplombant, ça n'est pas quelqu'un qui était dogmatique, mais qui véritablement fréquentait les bas-fonds, fréquentait la population ouvrière noire, tant aux États-Unis qu'à Marseille et qu'à Paris. Oui, et je dirais même que la première chose qui le caractérise, c'est cette rupture avec les élites noires nord-américaines, qui prônaient une sorte de respectabilité des Noirs aux États-Unis. Il fallait montrer la bonne communauté noire avec des bonnes manières, quelque part, comme il le dira plus tard, un blanchissement presque de la communauté noire. Et lui, il voulait tout sauf ça. Il entendait récupérer les stigmates qu'on avait, tous les préjugés qui concernaient les personnes noires, tout ce qu'on appelait le primitivisme. Il voulait s'en saisir pour le renverser. Quelque chose comme la danse et la musique, qui est très très présent dans son œuvre, et qu'on associait presque à de la moquerie, avec du coup le cakewalk, et ensuite il y a eu les minstrel shows, non, où on grimait les personnes noires en train de danser. Il y avait quelque chose d'assimilé au sauvage, voilà. Lui, il voulait se saisir de ça et le renverser sciemment en disant non, tout ça, ça se passe du côté de la vitalité, d'une vision de la vie, et pas du tout du côté du primitivisme. Et c'est notamment un des premiers auteurs à publier en patois. Oui, alors ces deux premiers recueils de poésie sont écrits en patois, P-A-T-W-A, donc qui est la langue vernaculaire jamaïcaine, qui est un anglais en fait avec beaucoup d'élision. Un pidgin. Ouais, comme un pidgin exactement. Et ces poèmes vont circuler, mais dans un cercle très restreint. Mais c'est intéressant de voir qu'il vient à la littérature en étant poète et chansonnier, parce que ce sont son premier livre, Songs of Jamaica. Donc il y a déjà un côté éminemment musical dans son œuvre qu'il va un peu tisser. Ça, on en parlera plus tard. Lamine Diagne, on va vous voir sur scène tout à l'heure, dialoguer avec Mackay. Comment vous l'avez rencontré vous-même ? C'est à cause de lui. L'évangélisateur. Ouais, mais il n'était pas super convaincant à l'époque. En fait, il m'a attrapé à la sortie d'un spectacle que j'étais allé voir en me demandant si je pourrais prêter ma voix pour son projet de film, en fait. Mais il était tellement excité par cette aventure que je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Il m'a mis banjo dans la poche et voilà. Une fois que j'ai lu le bouquin, on a pu vraiment discuter. Mais c'est vraiment Mathieu qui m'a fait découvrir cet auteur. Et ça a été une très belle découverte, ouais. Une très belle rencontre même, je dirais. Pourquoi ? Eh bien, je pense que tu en as bien parlé, mais c'est quelqu'un qui ne se met pas entre... Même Damasio en parle. Il ne se met pas entre nous et le monde. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, on sent, qui sont derrière chacun de leurs personnages, en train de leur faire dire des choses. Lui, ce n'est pas du tout ça.
C'est-à-dire qu'ils laissent vraiment ces personnages, ils sont dans leur jus, ils sont dans leur langue. Et ça donne quelque chose qui est irremplaçable. C'est-à-dire que c'est le monde dans toute sa complexité, dans toute sa beauté. C'est l'inverse de quelque chose qu'on essentialise, en fait. Qu'on réduit à... Et donc, ça ouvre plein de champs, Et du coup, il y a de moins en moins de place pour des grosses étiquettes, pour des grosses pensées qui essaieraient, par gros traits, de dépeindre un monde tel qu'il n'est pas, et qu'il ne sera jamais, d'ailleurs. Dans son livre Un sacré bout de chemin, que vous pourrez acheter à l'issue, il écrit « Bien des fois, j'ai refusé l'invitation d'amis blancs et, parfois, ils m'en ont voulu car je ne voulais pas toujours leur expliquer pourquoi. Je n'aimais pas toujours leur infliger le fait que j'étais un problème au milieu des blancs. Car, né et élevé dans un milieu de blancs privilégiés, mes amis n'avaient pour la plupart pas conscience des barrières qui existent pour un noir. Aucun blanc, même le plus enclin à la sympathie, ne peut ressentir pleinement l'amertume de la discrimination due à la couleur. Seule la victime noire le peut. » Est-ce que ça fait écho encore aujourd'hui pour vous, Lamine, ces paroles, ces écrits ? On parle quand même d'une époque où la ségrégation sévissait aux États-Unis, donc les anecdotes qu'il raconte sur ça, justement, où il n'est pas accepté dans un restaurant, où il lui propose de manger dans la cuisine, où du coup ses amis blancs veulent bien faire et compatir avec lui, vont dans la cuisine, et il est d'autant plus mal à l'aise de ça. Je pense que c'est lié à ça. Malheureusement, il y a encore beaucoup à faire, puis on le voit de toute façon, avec la montée du RN, quand même, il y a une espèce de... Comment dire ? C'est comme si ça décomplexait beaucoup de monde. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait peur, qu'à mon échelle, je peux ressentir parfois dans certaines tournées, mais que je ne ressens pas à Marseille. Et c'est en ça que Marseille reste un petit peu une espèce d'île. Son Marseille d'il y a 100 ans, il n'a pas complètement disparu. Et ça fait plaisir. Ouais. Renaud Bouc, donc Mackay, on voit ils sont superbement édités, vos bouquins. Bon là, ils sont tout neufs. On voit que c'est tout neuf. Banjo a été traduit en français la première fois en 1999, c'est-à-dire 80 ans, 70 ans après sa première parution. Vous vous intéressez ensuite à Mackay pour éditer des livres Romance in Marseille qui n'existaient même pas en anglais. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'une part pourquoi on le découvre si tard et d'autre part quel a été le travail de fourmi qui a été le vôtre pour accoucher de ces livres ? Alors déjà, Banjo en fait avait été traduit dans les années 30, quand Mackay était toujours en Europe, par Paul Vaillant-Couturier, mais c'est effectivement une version, une édition qui avait très très peu circulé, éditée tirée à 1500 exemplaires, donc c'est quelque chose qui s'est perdu et qui posait des problèmes de traduction, qui était traduit notamment dans les passages oraux dialogués par du Petit Nègre, donc ça posait d'énormes problèmes de rééditer ça. Il y a eu une première renaissance de Claude Mackay qui est due aux éditions André Dimanche à Marseille dans les années 90. C'était un éditeur qui occupait les locaux des Cahiers du Sud, l'ancienne revue fondée à la base par Pagnol, Fortunio, et qui a fait traduire Banjo et Un sacré bout de chemin par Michel Fabre, un prof spécialiste de la littérature afro-américaine, qui n'était pas un traducteur. Ces deux éditions ont eu un succès que moi je qualifierais de régional, c'est-à-dire que Mackay il continue d'intéresser toujours toute la sphère marseillaise. C'est évident un des chantres de la Renaissance de Harlem, de la littérature afro-américaine, est passé par Marseille, a beaucoup écrit sur Marseille. Et c'est là où du coup on rentre en scène un petit peu avec Mathieu, Lamine, Jean-Max Gueux, Armando Cox, plein d'admirateurs de Claude Mackay, parce que on murmurait un deuxième roman après Banjo de Claude Mackay avait été écrit sur Marseille, mais que ce roman n'existait pas et qu'il était dans les archives.
Voilà, donc on a commencé à s'y intéresser. Moi, la première fois que j'ai pu en avoir connaissance, c'est en 2016, où j'ai consulté un tapuscrit. Et c'était difficile parce qu'il n'existait pas en anglais. Donc, il fallait effectivement s'assurer que c'était quelque chose écrit par Claude Maquet et pas par quelqu'un au bar du peuple. Voilà. Et donc il y a eu d'abord un long travail de reconnaissance du texte, d'authentification du texte. Il y a eu une deuxième étape qui était attendre que Claude Maquet tombe dans le domaine public parce qu'il est mort en 1948. Et vous savez que pour éditer quelqu'un d'une manière libre, il faut attendre. En France, les droits patrimoniaux sont de 70 ans. Donc ça nous ramenait à 2019. À cette époque-là, on avait déjà fini la traduction de Romancie de Marseille, mais on n'était toujours pas sûr que ce livre puisse être édité. Et on a dû attendre en fait 2020 avec la première édition de Romancie de Marseille en anglais par Penguin. Voilà, donc on a fait ce travail d'archive qui était un peu effectivement un travail d'aventurier, d'archéologue, pour retrouver ce récit et le traduire et le comparer parce qu'il y avait plusieurs tapuscrits. Alors c'est marrant parce que dans le premier tapuscrit de Romancie de Marseille, il avait barré systématiquement le mot Marseille, comme s'il voulait cacher la ville et puis annuler la référentialité. Et il avait mis à la place, donc c'est un tapuscrit, il avait mis le mot Dreamport, le port des rêves. Et il a repris ce passage plus tard en disant Marseille, il a recorrigé Marseille, port de tous les rêves et de tous les cauchemars. Voilà. Donc voilà, il y avait tout ce travail génétique à faire qui n'était pas évident mais en même temps passionnant. Et on a continué, ensuite j'ai continué à explorer les archives Maquet pour proposer d'abord une version de Un sacré bout de chemin avec des photos, des lettres, des poèmes d'archives. Et puis on a fini par extraire aussi un dernier récit qui s'appelle Dîner à Douarnenez, qui n'a pas d'équivalent, je crois, aux États-Unis. Il n'y a pas d'édition possible. Donc c'est marrant que le livre soit publié d'abord dans sa version française. Voilà. Et puis, donc voilà, on a travaillé sur ce travail. On a travaillé sur ce fonds d'archives qui est passionnant parce que Maquet lui-même avait une esthétique archivistique très poussée. C'est comme s'il avait laissé tout en ordre pour que des gens après viennent les consulter, les explorer. Il avait classé ça en plusieurs rubriques. Et il y a encore aujourd'hui pas mal de choses inédites. Je pense à sa poésie, qui n'est pour le moment pas ou très peu traduite. Romancie de Marseille, donc c'est un travail de fourmi que vous avez effectué et il a un écho particulier ici à Briançon. Alors je vais peut-être faire un raccourci, mais j'ai le poil qui se dresse. C'est l'histoire d'un migrant qu'on ampute. Et un certain nombre de personnes ici dans la salle savent ce que c'est que des migrants qui ont été amputés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman ? Alors effectivement, c'est un roman qui met en scène un protagoniste, Lafala, qui a vraiment existé, que Claude Maquet a connu, qui s'appelait Nelson Simeon Dédé, qui a entrepris une traversée clandestine de Marseille jusqu'aux États-Unis pour des raisons économiques et qu'on a caché dans la salle des machines d'un bateau en pleine nuit glaciale. Et lorsqu'il a été découvert le lendemain ou la nuit suivante, ses jambes ne répondaient plus. Et lorsque lui s'est réveillé, il était à l'hôpital aux États-Unis et avec une jambe amputée. Et suite à ça, il a touché un petit pécule de la compagnie Fabre qui le transportait. Il est revenu à Marseille. Et, avec l'aide de Maquet, je crois. Alors, Claude Maquet l'a aidé en fait dans on va dire la reconnaissance de son histoire. Il a menacé en fait les autorités et la compagnie d'écrire un article, d'utiliser son aura d'écrivain pour écrire un article et dénoncer la compagnie. Il a fait du chantage, quelque part, à la compagnie Fabre. Et donc, ce livre est paru après, mais Nelson Simeon Dédé a pu retrouver la liberté et gagner un petit pécule de la compagnie. Mais c'est intéressant parce que ça met aussi en exergue un premier aussi héros handicapé au sein d'une littérature moderne, très très moderne. Et donc, ça se place en défense de plusieurs types de minorités. Et c'est une littérature qui
évidemment à quelque chose d'assez moderne parce qu'elle reprend plusieurs luttes qu'aujourd'hui on nomme intersectionnelles et qui étaient effectivement pas conscientes, je pense, à cette époque. Mais voilà, Claude Maquet est un peu le défenseur de toutes ces luttes. Alors on va parler d'intersectionnalité un petit peu plus tard. Mais avant cela, Romaric Matagne, la performance qu'on va voir là, c'est une correspondance posthume entre Claude Maquet et Lamine Diagne, qu'un siècle sépare, mais dialoguant sur des sujets communs. Leur place d'homme noir dans la société, Marseille, ville-monde par excellence. Ça a quoi comme sens pour vous de présenter ce spectacle dans une ville comme Briançon, où encore 14 personnes sont arrivées ce matin au refuge des Terrasses? Je vais faire une réponse de directeur de théâtre. On attendait ça de vous, cher ami. J'en rappelle au sens toujours du plateau. La fonction, le rôle du théâtre, cet endroit, on est sur un rôle de lien entre des propositions artistiques avec un sens, et c'est ce sens qui m'intéresse. Mais je pense que, je parlais des Lumières tout à l'heure, je pense à Kant, c'est la notion d'imaginaire. Lui, il appelle chacun des spectateurs à développer son imaginaire par rapport à son propre savoir, c'est-à-dire ses propres références. Et dans tous les spectacles qui sont programmés, il y a un sens. Le diable est dans les détails, il y a un sens caché. Il y a 2 semaines, on a eu un spectacle, Panoramique Banana, un spectacle de danse qui était sur l'ensauvagement. J'ai entendu ce mot tout à l'heure se glisser. Oui, on parle de ça. On a eu l'art d'avoir toujours raison. Le chapeau, c'est comment gagner une élection quand on sait qu'on va perdre. Il y a 10 jours, on a eu La vie en vrai avec Anne Sylvestre. Il suffit de taper, voir qui est Anne Sylvestre. En 1, chanson pour enfants. En 2, engagement féministe. Et en fait, tout ça, ce sont les sujets qui traversent notre société. Et je pense que le rôle qu'il faut garder, et dans le sens de la programmation, mais aussi la liberté artistique, d'avoir ces sujets au plateau, ici comme ailleurs. Parce que la résonance, elle est dans là où on se retrouve, géographiquement, intellectuellement, mais aussi dans la notion d'ailleurs avec qu'est-ce qui se passe globalement. En fait, il y a une phrase, l'art déclenche la pensée, je la trouve un petit peu prétentieuse, mais c'est un petit peu ça. Et si je reviens à cette notion d'imaginaire, c'est le premier niveau de compréhension du spectateur. Il ne parle pas de public, Kant. Le deuxième niveau, c'est le fait de l'émotion. Et le troisième, c'est se raccrocher à son propre savoir. Et je vais terminer avec ça, c'est quand je fais la programmation, j'ai mon propre récit. Et je m'aperçois de plus en plus, que ce soit quand je discute avec les spectateurs qui viennent, enfin, les habitants qui viennent, il y a tout le temps un autre récit et on part dans un autre imaginaire qui appartient à chacun. J'ai déjà entendu à ma programmation, la programmation du théâtre, c'est pas la mienne, la programmation du théâtre, tiens, elle a un petit sens écolo. Ben oui, mais parce que l'imaginaire de la personne permet de voir ça. Et il n'y a pas un récit unique imposé. Je pense que c'est la force artistique, c'est pas quelque chose de dogmatique. Et on en voit beaucoup du dogme, mais on a mis un W devant. Et c'est vraiment aussi cette liberté à chacun de se faire son propre récit à partir de ce que l'on voit au plateau. Et en effet, il y a toujours du sens. Ce soir, nous parlons de thèmes, de thématiques, le wokisme, l'intersectionnalité, le handicap, la négritude, la différence, le migrant, l'étranger, qui sont conspués jusqu'au plus haut niveau de l'État, qui ont des conséquences sur les politiques publiques, puisque le tel ministre de l'enseignement supérieur attaque l'institution universitaire. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que ça a eu une incidence
Romaric Matagne, sur vos programmations. Est-ce que vous sentez que le vent tourne? Un mauvais vent tourne? Là, aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a une tendance générale où, à un moment donné, ça a été dit, la culture n'est pas essentielle. Ok, dont acte. Moi, comment dire, comment dire, le sens politique, c'est aussi la force des choix et de l'action. Si à un moment donné, comment dire, pour moi c'est évident, la culture est essentielle. Je ne vais pas dire le contraire, je me blasphémerais à dire des choses comme ça. Mais il y a aussi un sens commun, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est raconté au plateau et ce qui se passe dans la salle, et cette interaction-là, qui pour moi a une force incroyable. Et puis, je ne peut pas concevoir, même si aujourd'hui on voit apparaître des fragilités, mais enfin, il y a des fragilités et elles sont globales. Je disais certaines parce que je pensais vraiment à la culture, avec des disparités qui apparaissent, avec des engagements politiques sur la culture et des désengagements. Je me dis aussi que peut-être on bascule sur un autre rééquilibrage territorial. Au niveau des choix de politique culturelle, mais je ne pense pas qu'on soit sur une disparition. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est la capacité de liberté, d'expression des artistes et du sens, mais de manière mécanique, pas de se contraindre, mais comment dire, il y a quand même un courant qui existe où on va aussi vers des choses qui sont parfois un petit peu plus faciles. L'art n'est pas une marchandise, mais comment dire, la poussée est forte quand même sur la notion de produit, tout ce que l'on a, tout ce que l'on voit, et un spectacle, même Mathieu, ou même pour un livre, peu importe, c'est pas un produit classique, c'est une partie de la personne. On y met du sien, on y met le cœur et la tête, et on a envie d'avoir un récit qu'on a envie de partager et d'être écouté. Et je crois que la salle de théâtre est encore un endroit d'écoute et d'échange. Un peu forcé parfois, mais... Allons à Marseille avec Mathieu. Le héros de Claude Maquet, Banjo, dans Banjo, Maquet écrit de lui: dans aucun autre port, ils n'avaient rencontré, vivant ensemble, autant de noirs d'une variété aussi pittoresque. Nègres parlant l'une des langues civilisées, nègres parlant tous les dialectes africains, nègres à la peau noire, brune ou jaune, à croire que chaque pays du monde où vivaient des Noirs avait laissé des représentants de cette race dériver jusqu'à Marseille. Une vaste armée vagabonde de nègres de brousse s'efforçant de glaner leur subsistance sur le macadam du grand port provençal. Mathieu, quand on s'est rencontrés, et je vous ai eu au téléphone avant de vous rencontrer, vous m'avez tout de suite parlé du Massilia Sound System. Et j'ai senti dans votre accent, dans votre voix, une espèce de fierté, et que Maquet en rajoutait de cette fierté. Et que, à la découverte de Maquet, vous vous êtes dit: bah oui, je l'avais bien dit, Marseille est le centre du monde, Marseille est la capitale du jazz, Marseille est la ville du métissage, même si c'est un mot qu'on n'a pas le droit de dire maintenant. Oui, effectivement, Marseille est une bien belle ville. Je suppose que Est-ce que tu peux parler avec un peu plus d'entrain, s'il te plaît? Oui, Marseille est une bien belle ville. Non, mais voilà, bien sûr, Marseille est magnifique, et Marseille, on la vit dans le spectacle, justement. C'est ça qui est, c'est un des pas des objectifs, mais c'est une des particularités de ce spectacle. On
on essaye de retrouver le Marseille de Claude McKay à travers les yeux de Lamine aujourd'hui qui en parle, et aussi à travers les témoignages d'habitants de Marseille et aussi de personnes, des voyageurs, des exilés qui s'arrêtent à Marseille de manière parfois contrainte, parfois volontaire. Et ils s'arrêtent parce qu'ils se sentent bien dans cette ville. Et moi qui habite, je me sens bien aussi dans cette ville. Lamine pourra en parler aussi, comment il se sent bien. Alors, cette armée vagabonde, elle est toujours là. Il y a toujours des gens du monde entier qui sont là, qui se brassent. C'est intéressant de retrouver, par exemple, à la Plaine, au Cours Julien, pour ceux qui le connaissent, il y a aujourd'hui toujours une bande de blacks qui jouent de la guitare, et du djembé, qui font la fête le soir. Et en fait, ces personnages, c'est les mêmes qu'il y a dans Banjo. Massilia Sound System, effectivement, que j'aime beaucoup et qui ça résonne, puisque ils sont d'inspiration bien sûr du reggae, de la Jamaïque, et que ça fait un lien aussi avec Claude McKay, un lien qui est beaucoup plus fort que ce que j'imaginais au début, parce que Claude McKay, il a grandi avec une culture traditionnelle qui vient de l'esclavage, et ses premiers poèmes sont des chansons aussi. Donc il y a cette musique avec le battement du cœur des esclaves qui joue les premières musiques jamaïcaines qui vont lancer après le mento, puis le reggae. Le reggae, Massilia Sound System, et tout ce mélange-là. Le rocksteady avant le reggae. Et on pourra refaire l'histoire. Aussi, dans Banjo, c'est intéressant, il donne beaucoup la place à Marcus Garvey, par exemple. Marcus Garvey, c'est le mouvement du retour à l'Afrique, c'est les questions d'internationalisme noir. Bon, et ça fait aussi un lien avec le reggae. Donc tu m'as lancé sur le reggae, tu m'as lancé sur Marseille. Alors Marseille, Lamine va en parler. Lamine, parce que toi, ça a bien résonné. Alors, qu'est-ce que tu... ouais. Mais non, moi, mais ça voilà, va. parce que du coup, bon, voilà. Mais je trouve que tu en parles très bien. Bon, et du coup, Lamine qui parle mieux de Marseille, est-ce que vous vous sentez afro-marseillais? Est-ce que vous vous sentez conforté par... quand vous avez découvert McKay, vous vous êtes dit, tiens, c'est mon patrimoine? De quoi, Marseille ou McKay? Les deux. Les deux. Alors, afro-marseillais, je ne sais pas, les étiquettes, j'en ai pas forcément besoin. Tous ces termes qu'on crée aujourd'hui, on a besoin de les créer parce qu'on parle de sujets qui ont été invisibilisés. Mais pour autant, ils ne nous définiront jamais. Donc, je ne vais pas me définir moi-même. Il y a besoin à un moment qu'on revendique ensemble des choses. Donc, on va chercher de nouveaux noms, puisque certains noms ont été salis, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne vais pas me reconnaître sous une étiquette, qu'elle soit afro-marseillaise ou autre. À l'inverse, c'est comme Claude McKay, je vais chercher vers le commun, en fait, ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous fait différents. Mais j'entends bien comment ces termes sont nécessaires pour faire valoir des choses. Mais je ne vais pas moi-même m'infliger une étiquette. Et Marseille, c'est... merci. Marseille, c'est une ville qui échappe un peu aux étiquettes. Le fait qu'il y ait autant de communautés, autant de gens si différents, qui sont peut-être parfois réunis par le foot, mais c'est tout au fait. Ça fait que c'est une ville sur laquelle un masque qui cherchera à uniformiser les gens ne tient pas. Et c'est toute la beauté, c'est toute l'humanité qu'on peut voir, du coup, palpiter dans cette ville. Donc les gens ne sont pas plus intelligents qu'ailleurs, du tout. Il y a aussi du racisme. Enfin, c'est loin d'être parfait, mais il y a quelque chose dont McKay parle et qui est encore vivant, et j'espère pour longtemps, parce que la ville aussi est en mouvement. Et bon, comme partout, il y a aussi un centre qui devient peut-être un peu moins populaire. Il y a un peu de gentrification. Mais ça résiste. Hein. Ça fait longtemps que Marseille résiste. Montreuil-sur-Mer. Ouais. Non, on n'y est pas du tout. Voilà. Renaud Bouc, est-ce que vous pouvez nous situer le Marseille de Claude McKay dans les années 20? Donc c'est ce que les historiens appellent la deuxième vague migratoire. La première, ce sont les Italiens. La deuxième, ce sont principalement les Polonais et les Italiens. Bon, il y a les Arméniens, mais très majoritairement une immigration italienne et polonaise. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a une population de quelques milliers d'Afro-Antillais, d'Africains, principalement dans les ports. Oui, alors il faut rappeler les liens de Marseille avec l'Afrique et l'africanité et l'afrodescendance. C'est une histoire qui n'est pas si évidente, qui n'est pas que joyeuse et qui n'est pas que solidaire. Il faut rappeler que Marseille a d'abord été un port négrier qui a donc armé
beaucoup de bateaux pour le commerce triangulaire. Il y a eu une première vague de migration de marins africains dans les années 10, mais qui peinait un peu à s'organiser et à se faire connaître, à se faire reconnaître en tant que communauté, à faire valoir des droits. Ils étaient organisés autour d'un syndicat de marins. Mais ils étaient, il faut le savoir, et ça c'est encore une forme de discrimination, parce qu'on a beaucoup parlé des lois Jim Crow aux États-Unis et de la ségrégation physique. Mais en fait, ces personnes étaient soumises au code de l'indigénat et elles étaient de fait considérées comme des citoyens de seconde zone. Et donc il y avait vraiment une séparation qui était marquée au niveau des droits. Et moi je trouve que c'est, pour faire un raccourci rapide, mais je trouve pertinent, quelque chose qu'on retrouvera et qu'on retrouve encore aujourd'hui avec la question des papiers. Voilà, donc la ségrégation, elle existe toujours de fait. Et voilà, donc cette deuxième vague migratoire dont McKay parle, c'est celle des années 20. Elle est issue effectivement d'un brassage de population au sortir de la Première Guerre mondiale, où des marins américains, dans leur globalité, antillais, caribéens, vont se retrouver à Marseille. Et ils vont amener autre chose, parce qu'ils vont, au-delà d'amener un brassage de culture, ils vont amener un brassage de langue, tout simplement. La plupart des protagonistes de Banjo se retrouvent non pas autour de leur négritude, mais autour de la langue anglaise. Mais une langue anglaise qui peut différer selon si elle vient des Antilles, du sud ou du nord des États-Unis. Ça, c'est curieux. Et donc, cette population, elle va, pour une petite partie, s'implanter à Marseille. Et c'est ça qui change, c'est que pour la première fois, on a des personnes afrodescendantes qui vont décider de rester à Marseille et de sortir des codes de la marine marchande. Alors ils vont devenir bistrotiers, beaucoup vont tomber dans le commerce de la prostitution et devenir souteneurs. Je vous conseille un article très intéressant de Sylvain Pathieu qui s'appelle « Souteneur noir à Marseille » et qui décrit très bien ce milieu. Qui interroge l'existence ou non de racisme à Marseille à cette époque. Exactement, voilà la rivalité qu'il y avait entre souteneurs noirs par exemple et corses ou italiens. Voilà. Et donc ça met un petit peu en branle des questionnements plus complexes. De quelle communauté on parle que veut dire, dans les années 20, et c'est ce que McKay essaie de nous induire, que veut dire le mot race, tout simplement. Est-ce que le mot race n'apparaît pas un peu, quelque part, en pointillé, parce qu'il y a un rejet qui existe? Est-ce que le mot race n'est pas une création du racisme, en fait? Voilà. Et donc, c'est cette communauté-là qui s'installe à Marseille et qui va peu à peu aussi se politiser, rentrer en politique avec un personnage important, notamment Lamine Senghor, qui est un chef syndicaliste et qui crée le gazé pendant la Grande Guerre. Gazé pendant la Grande Guerre et qui va malheureusement mourir assez jeune. Claude McKay va le rencontrer, ils vont devenir amis dans un bar et lui va créer un comité, une ligue de défense de la race nègre, c'est comme ça qu'il l'a appelé, qui va être ensuite reprise par Thiemoko Garankouyaté, un Malien, qui lui va mourir déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est déjà une première implantation et c'est important de le rappeler parce qu'il y aura plusieurs vagues d'immigration et d'installation de personnes africaines et afrodescendantes par la suite liées à la marine marchande. Parce que ce que l'on retient surtout de la présence afrodescendante en France dans l'entre-deux-guerres, c'est Paris. C'est ce qui va conduire à la création de présence africaine. Ce sont les intellectuels des 4 communes au Sénégal. Ce sont les intellectuels antillais. On pense bien sûr à Aimé Césaire qui fréquente le Paris de l'entre-deux-guerres. Mais pourtant, Marseille a son importance dans la naissance. C'est un peu le ferment d'une culture afrodescendante en France dans l'entre-deux-guerres. Oui, et c'est là que McKay est intéressant parce qu'il va fréquenter à Paris le salon des Sœurs Nardal, les groupes d'intellectuels liés plus tard à la négritude. Il va présenter même beaucoup de contemporains afro-américains aux Sœurs Nardal, mais il va
plus s'intéresser à la question du vagabondage à Marseille. Donc il y a un changement de focale quelque part, hein, et il va le faire en plus d'une manière tout à fait particulière. Il va essayer de parler d'universalité, hein, de la race noire à travers l'infime. Et il nous parle, Mathieu le disait bien tout à l'heure, il ne nous parle pas vraiment de Marseille dans sa globalité, il nous parle d'un quartier, il nous parle même d'un village dans le quartier Saint-Jean qu'on a appelé le quartier réservé. Et il le fait à travers plusieurs thèmes comme la musique et le jazz, qui n'était pas le jazz, je pense, qu'on entendait à Paris dans ces années-là. Mais Mathieu... Vas-y, Mathieu, compléter. prends ma place. On en parlait tout à l'heure, mais on n'en parlait pas ici dans ce débat, mais avant avec la radio, dans l'interview radio. Et effectivement, Mackay parle dans Banjo du quartier réservé qui est un petit bout du quartier Saint-Jean, qui est un petit bout de ce qu'on pourrait appeler le panier aujourd'hui, donc il y a un tout petit bout de Marseille. Et dans cet endroit-là, avec quelques personnages, il crée une histoire qui peut être universelle. Et je le comparais à un de ses homologues jamaïcains, Bob Marley, qui lui me parle de Trenchtown, un ghetto, un petit ghetto de Kingston. Et dans ce ghetto-là, il parle du monde entier, en fait. Voilà. Et Mackay, à Marseille, il arrive à créer tout le dialogue qui se passait à l'époque, toutes les réflexions qui avaient lieu aussi bien dans des cafés de Harlem que au bord du fleuve Sénégal, c'est-à-dire tous ces gens qui réfléchissent, on est noir et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors certains ont envie de suivre Marcus Garvey, est-ce qu'on retourne en Afrique? Comment on se syndique? Est-ce qu'avec Lamine Senghor, voilà, est-ce qu'on crée un syndicat à Marseille? Est-ce qu'on va faire l'armée ou est-ce qu'on déserte? Aux États-Unis, ben tiens, avec Webb Dubois, est-ce qu'on s'intègre, on porte un costume et on danse plus? Ou est-ce qu'au contraire, on se lâche et on fait la fête de manière débridée, comme Mackay l'écrit dans Retour à Harlem? Donc voilà, au cœur d'un café, d'une sombre rue de Marseille, il raconte tout ça. Lamine, tu veux ajouter quelque chose? Ok. Alors, Christiane Taubira, qui est la marraine de votre consortium Mackay, vous avez vu, il y a des t-shirts, il y a des mugs aussi qu'on pourra... Ah, ils ont besoin d'être soutenus. Et moi, j'achèterai un mug, en tout cas. Christiane Taubira, donc, qui est la marraine des années Mackay, qui a joué avec vous au Festival d'Avignon l'année dernière. Cet été, était invitée sur France Culture. Et elle disait cela. Mackay se repaît des bas-fonds, des marginaux, des laissés-pour-compte, des ivrognes, des bagarreurs, des prostituées. C'est ça, sa compagnie privilégiée. Il fréquente quand même la bonne société, c'est un navigant, il traverse les classes sociales, il traverse les cultures, il traverse les villes et les continents. Mackay, c'est un vagabond, c'est un marginal, il est homosexuel, il est même bisexuel. Il raconte le jazz, mais celui des bas-fonds. Je ne l'installe pas dans les grands mouvements, mais on pourrait presque dire que c'est un mouvement à lui seul. Il crée une croisée de l'intersectionnel avant l'heure. Il décrit la résistance des gens qui n'est pas une résistance doctrinale, une résistance du rire quotidien, une résistance pour la survie du lendemain, la résistance de la camaraderie, la résistance de la torsion des langues, la résistance de l'expression musicale et artistique, la résistance d'une solidarité des bas-fonds. Lamine Diagne, intersectionnalité avant l'heure. Oui, je suis tout à fait d'accord. T'en fais pas, je poserai la question à Mathieu aussi. Non, mais ok, intersectionnalité, bien sûr. Le mot n'existait pas encore. Mais en fait, si on questionne ces choses-là, je pense que c'est comme quand on dit que comment peut-on aller à l'inverse de la simplification? C'est que tout est complexe. L'intersectionnalité, elle est partout, en fait. Dans chaque histoire, si on creuse, en fait, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle en a l'air. Et j'ai l'impression que des romans comme ceux de Claude Mackay nous permettent de nous défaire peut-être un petit peu de nos visions du monde, parce qu'on hérite d'énormément de choses. On ne se rend pas compte qu'en grandissant dans une société française,
on a un héritage notamment colonial qui est énorme et qui fait comme des lunettes déformantes sur notre appréciation de l'autre. Et donc des auteurs qui sont très sensibles, qui arrivent à se défaire de ces lunettes, ils nous permettent de voir un peu plus, de voir un peu plus large, un peu plus grand, d'apprécier plus largement à cœur ouvert le monde et les gens qui les entourent. Donc pour moi, le trésor, c'est les gens, mais parce que chaque personne est très particulière en fait. Et si on n'éteint pas la relation par des préjugés, parce qu'ils ressemblent à quelque chose d'eux, parce qu'on m'a dit que, eh ben, chaque relation, elle est une expérience à faire. Voilà, donc si on va au bout de tous ces termes-là, c'est une grande joie à partager la friction de notre humanité. Renaud, comment ça se passe l'intersectionnalité à Marseille, dans le Marseille de Banjo? Elle est liée à l'histoire d'un quartier qui est lui-même lié à l'histoire de la prostitution et d'une vie interlope. Mais en même temps, je pense que ma réponse va être toute simple. Je crois que Mackay aimait observer la vie telle qu'elle est. Et il n'avait pas de filtre pour la décrire. Comme aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait aucun filtre à décrire notre réunion ou la vie à Briançon ou à Marseille. Donc effectivement, que cette sectionnalité-là, intersectionnalité dont il parle, elle est beaucoup plus prégnante dans les ports d'attache, dans les ports en général. Et c'est avant tout les lieux qu'il a fréquentés. Harlem est un port, est un quartier de New York, mais il y a une culture portuaire ouvrière, où il y a un brassage de culture, de population qui est évident. Marseille, Douarnenez, Tanger qui était aussi à l'époque une des capitales de l'homosexualité. Toulon, qui l'était également, à la faveur de ce que nous a décrit Jean Cocteau. Donc, effectivement, il arrivait à voir et à décrire les choses telles qu'elles étaient. C'est avant tout quelqu'un, avant de dire qu'il était peut-être intersectionnel ou qu'il était politiquement engagé en faveur de toutes les luttes, je pense qu'il aimait la bonne histoire et la naturalité. C'est pas pour rien que Fitzgerald l'a comparé dans sa carte postale. Il dit voilà, j'ai jamais rien lu d'aussi bon depuis Zola. Voilà, donc c'est un petit compliment, mais en même temps ça dit que y a une certaine sincérité dans l'observation du monde qui l'entoure. On dirait que la question de la sexualité n'est absolument pas tabou dans le Marseille qui nous décrit. Oui, effectivement, il nous parle d'un couple d'homosexuels et d'un couple de lesbiennes également, qui sont plutôt importants dans la fiction. Ça, c'est totalement nouveau pour l'époque. Il faut savoir que beaucoup d'intellectuels de la Harlem Renaissance étaient homosexuels ou elles étaient aussi lesbiennes, mais qu'il y avait une sorte de tabou qui entourait ça. Et Claude Mackay, alors on ne veut pas dire qu'il le démasque et qu'il en fait même un thème de prédilection, mais en tout cas... C'est une espèce de normalité. Voilà, il l'inclut dans le paysage comme quelque chose de normal. Il n'y a aucun jugement vis-à-vis ni de la sexualité, ni de la condition sociale. Voilà. Alors, Lamine Diagne et Mathieu Verdeil, dans votre film, dans votre spectacle, progressivement, vous nous amenez à un dialogue entre le Mackay d'il y a 100 ans et le Mackay d'aujourd'hui, et vous vous intéressez à vous rattachez Mackay à toutes ces problématiques contemporaines que sont la question migratoire, colonialisme ou le postcolonialisme, le capitalisme mondialisé à travers ces containers et ces porte-containers qu'on voit continuellement dans le film. Qu'est-ce qui vous inspire, Mackay ? Moi, dans les réponses que je lui ai faites, puisque j'ai vraiment une correspondance avec lui, je me suis assis un jour dans un bar et je lui ai payé une bière. J'avais mon calepin à la main et comme je ne pouvais pas lui parler, je lui ai écrit. Et voilà, je pense que la pensée des auteurs est toujours là quelque part et elle se réinvestit dans de nouvelles choses. Donc on ne fait que poursuivre cet ouvrage ensemble. Et ce qu'il a touché à Marseille me touche aujourd'hui énormément. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout enfermé dans une colère militante. Pas du tout. Et il fallait scoltiner ces problématiques-là puisqu'il était empêtré dedans à son époque, étant noir lui-même. Et nous aussi, pareil, si on veut bien
aboutir nos pensées jusqu'au bout, on voit que bon, c'est pas juste un petit racisme quotidien. Il y a des systèmes qui sont globaux, qui sont mondiaux, qui sont à l'œuvre en fait, et qui font que certaines franges de la population n'ont pas la même valeur que d'autres. C'est comme ça, c'est des faits. On est obligé, nous, d'aboutir une équation. On peut pas juste, comment dire. Dire c'est pas bien ceci ou c'est pas bien cela. Il faut prendre conscience du système dans lequel on vit, des incidences de notre mode de vie aujourd'hui. C'est déjà énorme d'en avoir conscience. Hein. Pas forcément qu'on 3 change tonnes tout, de mais... CO2 pour Damasio. La Chine, je veux dire. Ouais. Mathieu ? Eh ben oui, si on parle de commerce et de mondialisation, et on va en parler dans le spectacle et puis dans le film également, il décrit dans Banjo de manière très poétique tout ce qu'on voit, les nourritures et les marchandises qu'on voit se circuler sur le port de Marseille et qui arrivent sous le pont transborder comme une porte de l'Orient et des colonies. Mais toutes ces marchandises avec des noms qui nous font rêver, eh ben Copra, noix de coco. Ce n'est que le fruit de la mondialisation et qui a pris la forme de la colonisation pour faire de l'argent et pour ramener ces marchandises. On a exploité des gens dans ces pays et c'est ça qui raconte McKay, c'est que finalement ce commerce mondialisé, c'est lui qui a donné naissance à l'esclavage, à la colonisation et cela, ça continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vous verrez des très belles images d'archives du port et puis vous verrez aussi des images du port-conteneur d'aujourd'hui. Marseille est devenu un des plus grands ports-conteneurs, mais ces conteneurs, ils symbolisent l'exploitation. Aujourd'hui, le transport de marchandises, à l'époque, l'exploitation notamment des richesses de l'Afrique. Et voilà, et il en parle dans Banjo, et aujourd'hui, on a la même problématique. Et donc, dans le spectacle, ces conteneurs, ça symbolise ça. Et les problématiques, le problème du capitalisme mondial, voilà, est toujours là, bien là, malheureusement. Et Mackay était déjà là, à cette époque-là, à pointer et à nous montrer, voilà, regardez ce qui se passe. Il disait aussi, tous ces gens qu'on est allé exploiter chez eux, on a du mal à les accepter chez nous aujourd'hui. Voilà, il disait cette phrase, et ça aussi, c'est malheureusement toujours là, quoi. Lamine, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je trouve que c'est très bien. C'est très bien ce que tu as dit. Et puis, on ne va pas dévoiler tout ce qu'on va faire dans le spectacle, quand même. J'en avais parlé ce midi au déjeuner, mais ils m'ont dit que je pouvais y aller. Tu n'étais pas là. Voilà, j'étais pas là. Alors, il y a un mot qu'on entend beaucoup depuis le début de cette causerie, c'est le mot universalisme. On a compris que Mackay n'aimait pas les chapelles, qu'il n'était pas dogmatique, qu'il se méfiait du dogme. On le voit notamment dans Un sacré bout de chemin, que je vous recommande, notamment pour son séjour en Union soviétique en 1922, au moment de la Troisième Internationale, où il s'invite, où il prend vite, comme Panaïtistrati plus tard, il prend inquiétude de ce que va devenir l'Union soviétique, notamment à travers le stalinisme. Et c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord avec Marcus Garvey sur le retour en Afrique, qui n'était pas d'accord avec la vision de Webb Du Bois, cette volonté de ressembler aux Blancs, et qui se revendiquait d'abord comme poète et qui ne voyait en face de lui que des hommes avant que ce soit des Noirs, des Blancs, des Jaunes ou des Marrons. Et cet universalisme, il apparaît très vite dans sa carrière de poète, et c'est peut-être son premier poème, If We Must Die, qui est écrit après ce qu'on appelle le Red Summer, en 1919 aux États-Unis. Et c'est quelque chose d'assez important dans l'histoire de l'afrodescendance, le rapport aux guerres mondiales, et notamment la question du retour des soldats. On est à 80 ans et 5 jours du massacre de Tiaroy. Et le retour des soldats noirs au pays a eu une incidence fondamentale dans leur politisation et dans la connaissance de leurs conditions. Est-ce que vous pouvez nous situer ce poème
Renaud, et nous dire comment il a traversé les âges jusqu'à être cité par Churchill devant la Chambre des communes et devant le Congrès américain. Oui, ça parle d'une époque, la fin des années 10, de tensions raciales aux États-Unis, avec effectivement ce Red Summer qui voit en fait beaucoup de massacres, de lynchages de Nord-Américains par des populations blanches. Et Claude McKay dira qu'il a écrit ce poème en réaction un peu comme une sorte de coup de feu qui était sorti. Et ça a fait de lui, tout à coup, comme ça, une sorte de chantre de la cause raciale aux États-Unis, alors que lui n'était peut-être pas préparé à ça. En tout cas, il ne se revendiquait pas comme tel. Il avait, et il le dira plus tard, des désirs d'universalité, enfin de parler pour toutes les personnes qui se trouvent dos au mur. Ce sont ses paroles. Voilà, donc je ne dirais pas que ce poème a été mal compris, parce qu'il est né effectivement en réaction à des violences raciales. Mais il l'a suivi toute sa vie comme une sorte de talisman, une amulette qu'il avait et qui lui a survécu. Parce qu'on peut dire que le poème de McKay a quelque part été beaucoup plus reconnu que l'auteur lui-même. Il a été repris par Winston Churchill, qui lui-même, je pense, ignorait totalement qui était McKay. Et puis, effectivement, il a été... alors on ne sait pas si c'est sciemment repris par un poète palestinien qui a été assassiné il y a tout juste quelques mois, Refat Al-Hariri, et qui a donc composé ce poème If I Must Die. Donc If We Must Die, et donc If I Must Die, si je dois mourir. Refat Al-Hariri est mort précisément le 6 décembre 2023, l'année dernière, dans un bombardement israélien dans la bande de Gaza, donc, ainsi que beaucoup de membres de sa famille. Et je vais vous le lire. If I must die, you must live, to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. Est-ce que vous avez des questions? Très sérieusement, les questions vont venir à vous avec un micro. Et juste pour finir sur l'universalité, on vous laissera découvrir dans le spectacle Claude, cher Claude, il va nous répondre lui-même sur l'universalité de son poème. Donc, ça sera ces mots. Et maintenant, on l'entendra même le poème. Voilà. Et maintenant, c'est à vous. Si on peut discuter un petit peu, s'il y a quelques questions, elles sont les bienvenues. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème, on pourra discuter ensemble tout à l'heure, parce qu'on a encore... Et Lamine est parti pour se préparer pour le spectacle. Voilà. Et en plus, on a une intervention encore de notre invité. Si toutefois, il n'y a pas de questions. C'est moi qui ai fait le MC, là, Mathieu. Donc, pas de questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous souhaitez ajouter, messieurs ? Alors nous, on pourrait parler toute la nuit, mais bon, on aurait peur de vous ennuyer. Ah, il y a une question là, super. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro. Il y a un micro, mais il est où ? Maxime va apporter le micro. Pourquoi Claude McKay n'a pas été édité, publié les années 30, 40, 50 ? Aux États-Unis notamment. Aux États-Unis, il n'était pas publié en anglais.
Alors, c'est pas exactement ça. Il a été publié. Il a été même un best-seller. Des romans qu'il a écrits en France qui ont été publiés, qui ont été des best-sellers. Donc, il a été publié de son vivant et largement publié. Mais certains ouvrages n'ont pas été publiés. Romancie de Marseille, en l'occurrence, Dîner à Douarnenez, Les Brebis Noires de Dieu n'ont jamais été publiés de son vivant et finalement ont été, pour certains, redécouverts. Et pour d'autres, Romancie de Marseille, bon, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, hein, c'est un livre sulfureux qui raconte qui parle d'un homosexuel, qui parle d'homosexualité dans un quartier interlope qui fait de bordel et de baston. Et son auteur, qui était lui-même exilé au Maroc, sulfureux, soupçonné par les services secrets d'être un agent propagateur du communisme, surveillé par Hoover, etc. Je pense que les éditeurs en 1929, alors que c'était le crack immobilier, le crack boursier, non, le crash, non, voilà, il était dans un contexte où il n'a pas été publié pour ça, et il était un petit peu, voilà, on n'avait plus envie vraiment de l'entendre, quoi, et l'eau avait coulé. Donc voilà, c'était quelqu'un qui a été un peu enfoncé, mis de côté, parce que les Américains passaient à autre chose, c'était la crise, et il était sulfureux. Voilà pourquoi, et sans doute il n'a pas été publié. Renaud pourrait en parler plus longtemps, mais on en parlera autour d'un verre, je pense, tout à l'heure. On a encore le temps. Renaud ? C'est la faute des éditeurs. Voilà. C'est eux qui n'ont pas voulu publier le livre. De manière générale, il y a des contextes comme ça, éditoriaux, qui font que des œuvres tombent dans l'oubli. Et pourquoi est-ce qu'il a été mis au banc ? Parce qu'il était malade, pour beaucoup, il n'avait plus rien à dire. Et il a été marginalisé, tout simplement, placé ensuite dans un hospice. Et voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déclin de sa propre vie, mais du déclin aussi d'un mouvement, la Renaissance de Harlem, qui dans les années 30 trouve moins de lecteurs et de lectrices. Donc il y a plein de causes qu'on pourrait ajouter comme ça. Il y a aussi le fait que Claude McKay ait eu beaucoup de problèmes avec les éditeurs. Il demandait des avaloirs. Et puis, pauvre auteur, on ne le payait pas. En vérité, c'est aussi ça. Un auteur, une autrice, encore aujourd'hui, sont hyper mal rémunérés. Ceux qui font le livre, moi je parle en tant qu'éditeur, je ne gagne pas ma vie comme éditeur. Si on n'est pas dans un circuit, on ne trouve pas une manière de vivre. Et Claude McKay n'a pas entièrement vécu de son écriture. Donc voilà, ça explique toutes ces choses. Et lui n'avait pas des ascendants bourgeois pour le soutenir, contrairement à beaucoup d'écrivains de la Renaissance de Harlem. Et à l'inverse, puisqu'on vient de parler du déclin de Claude McKay, qu'est-ce qui a inspiré sa poésie ? Comment est né ce désir d'écrire en Jamaïque, je suppose ? Je peux répondre si vous voulez. Alors, très jeune, en fait, il compose son premier poème à 10 ans. Il le dit lui-même. En fait, il se trouve qu'il avait deux personnes qui l'ont majoritairement influencé. D'une part, son grand frère, chez qui il est parti habiter, qui avait une quinzaine d'années de plus que lui, qui était instituteur et qui lui a tout de suite partagé sa grande bibliothèque et une liberté de pensée, et voilà, et des auteurs très classiques et très divers. Et puis un ethnographe blanc anglais qui aussi l'a pris sous son aile et lui a mis à disposition sa bibliothèque. Et il dit lui-même qu'il a lu aussi bien Bouddha que Schopenhauer, que Shakespeare, Byron. Voilà, et Verlaine, Bernard Shaw. Voilà, donc il avait une éducation très riche comme ça, et Shakespeare en particulier. Mais aussi sa culture vernaculaire, le folklore jamaïcain et les chansons locales, et que Walter Jekyll l'a poussé à développer. C'est pour ça qu'il a écrit ses deux premiers recueils en dialecte, en patois. Le mot est toujours, il faut faire attention avec les mots, mais en langue locale. Donc voilà comment a débuté la poésie chez lui, et jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours pratiqué. À la fin de sa vie, il a carrément fait de la poésie catholique. Donc voilà, il n'a jamais arrêté tout au long de sa vie d'être poète. Comme Johnny Cash à la fin de sa vie.
Écoutez, c'est presque terminé parce que on va écouter un petit slam que nous a concocté Damasio, Alain Damasio. Avant cela, j'aimerais vous dire que la fondation Stinacri vous offre un vin chaud après cette causerie et avant le spectacle qui commencera à 20h30. J'en profite également pour vous dire que les livres du camarade Claude Maquet sont disponibles à la vente grâce à David de la librairie Le Bloc Erratique, donc dans le théâtre. Vous pourrez également acheter les bouquins de Damasio et achetez-en parce qu'il en a pris plein, parce qu'il pensait qu'il serait ici. Donc achetez du Damasio, mais achetez surtout du Maquet, notamment moi mon préféré, bon bien sûr Dîner à Douarnenez et Un sacré bout de chemin. Et on va écouter le camarade Damasio faire son slam. Merci infiniment pour cette causerie. Merci d'avoir été si nombreux. Maquet. Et ses Mac, ses marins, son banjo, Maquet. Et son jazz, ses phases, ses barjots, Maquet, dans la mouise, dans la tise. Quelque part à sourire dans le ciel par une nuit bleue vermeille, juste pour nous à l'aplomb de Marseille, un soleil noir, près d'une naine brune, à briller comme un plasma, à brûler comme l'espoir. Maquet et son cloud, ses persos nuages, sa constellation bigarrée de dockers de Dakar, tankés près d'une barrique, ces soldats de Madagascar, pantalons kaki qui bougent leurs boules dans un boui-boui, les lascars. Maquet. Et ces macros de la Martinique, ces macs venus d'Afrique, ces macs venus de partout, ces marins qui en ont marre de la mer. Sa mère maquerelle, abattue sur un tabouret crème, dans un boxon de Booty Lane. Maquet. Maquet, son camailleux black, ses 50 nuances de noir, de bistre ou de bourreau de noir. Son camerounais, couleur café, près d'un grand gars chocolat au lait, sa mulâtresse qui fait du gringue, un beau gosse brun foncé de Harlem. La douceur d'une tresse qui glisse sur la nuque d'une peau réglisse, dans ce rade où ça danse, dans la transe des torses, dans le chaloupé des épaules et des hanches. Oh, shake that thing, he's a jelly roll king. Multi, Bugsy, Ginger et Dangle, Latna et son lit ouvert comme un poème. La planète Mars et ses clochards célestes, ses filles, ses militants de la cause nègre, ses blancs-becs magouilleurs et infects. Son métissage faramineux, éblouissant, à une époque où tout ce qui passait par Marseille était juste le tout monde des humains, où le mot migrant ne classait pas, n'avait aucun sens, puisque tout migrait en tous sens. Poètes, vos papiers, poètes, vos paniers pour cueillir la vie fluide qui coule à travers l'osier, poètes, vos palmiers. Maquet, Claude. Comme une comète qui part de la Jamaïque, trace sa voie et sa vie des États-Unis à la Russie, par l'Europe, par le Maroc, par Londres, Marseille ou Paris, par Berlin et Barcelone aussi. Ouais, it's a long way from home, mais quel putain de life, mec. Life is your wife. Quelle trajectoire de ouf, négro. De Marx au Christ. Tu nous la troues, notre boîte crânienne de blanc crâneur, notre petite face de fesse pâle. Tu nous l'ouvres en 2, en 10, au coupe-coupe. Notre triste identité de froggy, sédentaire, né rance, né en France. Tu nous la redonnes, pourtant, ouverte. Cette identité en éventail, en quartier de pastèque ou d'orange par tes textes. Et puis tu la mixes dans un shaker à rebeu, à ricain, à rital, à Dixie, à roast-beef. Tout se mélange, tous les fruits, toutes les langues, toute la beauté étrange de ceux qui voyagent réunis au bord d'un bassin qu'on appelle Méditerranée 1. Méditerranée 1. Orange,
is the new black. Des sacs, des barriques et des caisses empilées sur les quais, des tonneaux qui roulent à peine sortis de cale en un monceau de cadeaux qui a survécu à la houle. Le blé du Canada touche avec le sucre brun de Cuba, le bois du Soudan sorti dessous, tout contre les tas de thé de Chine et le caoutchouc du Congo déversé d'un cargo. Voici Mackay debout sur la corniche. Un paquebot du côté de l'Estac met cap vers l'Atlantique. Un nuage de mouettes attaque la plage des Catalans couverte de miettes. La corniche à la fraîche, presque à la torche, a encore des allures de friche en 1926. On y voit la Joliette encore si jolie, on y voit la Major en pyjama noir et blanc et le château d'If posé sur le bleu vif. Devant l'île du Frioul, comme une tache de fioul blanche, comme une lame d'écume aux lèvres. Constab Ballads, Bass Banana, Gingertown, Banjo, Home to Harlem. Open the mic pour Claude McKay. Open the mic, mec. Open his book. Back to black. Shake that thing. Ces romans foutent la nostalgie d'un temps où tout était encore chaud, souple et vibrant, social. Stay, Carolina, stay. I took her on a ride and she rolled more than me. I took her on a swim and she swam more than me. Banjo traîne sa dégaine sur le débarcadère en rade sur la darse. Il débat avec un frère, un nègre, qui a oublié d'être fier. « T'as pas le respect de toi-même alors ?» dit Banjo. « T'es qu'un clodo et rien de plus. J'ai pas la grosse tête. Mais un blanc doit me respecter parce que, quand je m'adresse à lui, la vibration de la magie cérébrale que je lui envoie fait comme un choc électrique sur le ressort de son crâne. » J'ai reçu ce choc, Claude McKay. J'ai mal au crâne, mais j'essaye d'être synchrone avec ton blaze, avec tes phases, avec tes phrases, sans trop ramener ma fraise. Ce slam était juste ma façon de te dire respect.